Nous sommes à la moitié de cette saison 4 de Westworld qui compte 8 épisodes au total et je dois dire que cette saison est non seulement très agréable à suivre, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais qui plus est très prometteuse car je suis maintenant dans l'expectative de ce que pourront révéler les 4 prochains épisodes. En effet, on pouvait deviner la plupart des révélations jusqu'à cet épisode 4, mais il devient maintenant très délicat de prédire la suite, étant donné les forces en présence et la capacité des scénaristes à nous surprendre. Comme d'habitude, cette vidéo s'adresse uniquement à celles et ceux qui ont déjà vu l'épisode, donc alerte spoiler maximale pour la suite. Et au fait, si vous ne voulez pas vous retrouver comme des pantins robotisés d'ici quelques mois, on va dire, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour aider la vidéo. Merci. Comme on pouvait s'en douter, on a plusieurs époques dans cette saison 4 et la seule incertitude porte sur la position précise dans le temps de l'histoire de Bernard et Stubbs avec les résistants, mais je pense qu'il se situe au présent de Christina, mais je vais y revenir. Au passage, le présent de Christina doit être aux alentours de 2083, en effet la saison 3 se déroulait en 2053, 7 ans se sont écoulés entre cette époque et la dernière mission de Caleb, auquel il faut ajouter les 23 ans annoncés par Dolorod dans cet épisode, donc ça fait 30 ans de plus, ça fait 2083. L'épisode était bien construit à plusieurs égards, pour commencer en montrant comment Caleb avait survécu à une blessure par balle, ce qui pouvait nous amener à croire, à espérer qu'il survivrait à nouveau suite à la blessure au couteau. Et non. Enfin, il se fait tuer par des balles, mais il survit pas quoi. Évidemment, la notion de la transformation en hôte d'un personnage humain important est toujours une possibilité dans la série, mais celle de Caleb était aussi bien amenée que celle de William en fin de saison 2, en tout cas de mon point de vue. Avant de parler de la motivation de Dolorod à obtenir une version fidèle de Caleb, un point sur la relation de ce dernier avec Maeve. Imaginez une tension amoureuse entre les deux équivaudrait sans doute à tomber dans le piège du romantisme obligatoire entre personnages féminins et masculins, toutefois, on sent au moins une véritable tendresse de la part de Maeve quand elle veille Caleb à l'hôpital et peut-être une notion de renoncement de sa part quand elle devine qu'une relation pourrait se créer avec l'infirmière de Caleb ou Adé. Alors certes, le coup de la romance avec l'infirmière c'est complètement cliché aussi, mais au moins c'est pas un cliché qui vient de moi là. Pas grand chose à dire sur la destruction de l'un des prototypes de Rehoboam dans cet ancien bâtiment, celui d'un phare a priori, si ce n'est que toutes ces aventures, à la vie à la mort, ont forcément créé des liens très forts entre Maeve et Caleb. Et le fait qu'on termine cet épisode avec un Caleb version haute et la récupération de Maeve par Bernard appelle nécessairement à des retrouvailles entre ces deux-là, en plus des retrouvailles avec sa fille, Frankie, qui se fait appeler C parmi les résistants. Il me semble qu'un Caleb hôte ne devrait pas rester trop longtemps avec sa fille humaine, car il la verrait forcément mourir un jour, et je ne pense pas que c'est ce que puisse vouloir un parent, même s'il est un hôte. Je me demande si une relation pourrait se nouer entre cette version de Caleb et Maeve, d'autant plus qu'elle lui a déjà donné un avant-goût de la liberté, alors qu'il était près de mourir apparemment. Elle a procédé à un transfert qui s'est effectué grâce à l'interface implantée dans son palais, et comme William s'en était fait implanter un de force en saison 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, et donc un palais qui sert aux fameuses tablettes qui ont aussi été introduites en saison 3, tablettes pour réguler les émotions et autres effets psychotropes. Et je souligne quand même que mon interrogation quant à la nature de la relation exacte entre Maeve et Caleb ne provient pas de nulle part, juste de mon imagination romantique, puisque des premières images qui viennent à Maeve quand elle décide de faire une recherche sur Caleb, alors qu'elle est dans sa cabane toute seule, 7 ans après leur séparation, et bien la première de ces images qui passe rapidement, c'est quand même celle de la mort d'Hector, et la mort d'Hector c'est quand même un souvenir directement lié au sentiment amoureux pour Maeve. Comme promis, je reviens à la motivation de Dolorod pour concevoir une version fidèle de Caleb. De mon point de vue, il s'agit de contrecarrer, de piéger grâce à lui la tête pensante de la résistance, et je pense qu'il s'agit de Ouadé, la femme de Caleb, qu'il ne faudrait pas oublier trop vite. En effet, Frankie semble être moins haut placé dans la hiérarchie de la résistance que Jay, mais je ne pense pas que ce dernier soit le véritable chef. Mais puisqu'on en est à parler de Jay, on a un point intéressant dans les motivations qu'il évoque pour changer d'objectif puisqu'il ne veut plus aller chercher la fameuse arme. Il indique avoir reçu l'information de la présence d'une outlier dont il veut mener l'extraction. On peut traduire outlier comme exception ou valeur aberrante, terme qui désignait déjà Caleb en saison 3 dans les profils que la modélisation de comportement de Rehoboam ne parvenait pas à prédire correctement.
Cette outlier, c'est sans doute Christina, puisqu'elle commence nettement à sortir de sa boucle, à peindre l'ombre de la tour, à se lever tard et à se poser bien trop de questions. On aura donc Stubbs en compagnie de l'équipe qui doit se charger de l'extraction de Christina. Extraction ok, mais extraction de quel endroit? Eh bien de New York bien sûr, qui n'est plus qu'un immense parc pour êtres humains contrôlé par Dolorot. À ce sujet, on peut se souvenir du premier épisode et des 3 visiteurs que Christina croisait dans un escalier et qui parlaient entre eux d'un endroit incroyable d'une première visite, si mes souvenirs sont bons. Et s'ils visitaient New York, la grande question consiste à savoir s'ils étaient des hôtes en visite dans l'équivalent d'un parc d'humains ou encore des humains visitant un parc d'humains. En effet, pour faire encore plus réaliste et terrible que Westworld, quoi de mieux que de proposer à des humains de profiter d'un parc d'autres humains contrôlés. Vous me direz peut-être, non, c'est impossible Captain, jamais personne ne pourrait cautionner un truc pareil, c'est pas réaliste. Et pourtant, tirer profit d'autres humains moins protégés et dont on peut en quelque sorte acheter la vie, c'est déjà la base du tourisme sexuel, par exemple, dans notre monde réel. Comme vous le savez, malheureusement, les humains sont capables des pires ignominies et celle-ci, un parc d'humains visité par d'autres humains, ne ferait qu'ajouter un niveau de plus quant à la révélation de la véritable nature de certains d'entre nous. Et comme on peut maintenant le remarquer avec plus de clarté grâce aux explications obtenues de Dolorot dans cet épisode, le monde de Christina, New York, semble dépourvu de personnes âgées. Et les humains sous contrôle sont incapables de voir la fameuse tour, à part ce sans-abri là, mais peut-être que lui faisait partie des dernières personnes suffisamment âgées pour avoir un peu résisté au contrôle mental du parasite. Et bien sûr, vous aurez remarqué que la fameuse tour se dresse plus ou moins à la place de la Statue de la Liberté. On remplace un symbole par un autre. Voilà. Le titre de cet épisode 4 est Génération perdue, une référence multiple, comme quasiment toujours avec les titres d'épisodes de Westworld. On a déjà la génération sous contrôle qu'on peut considérer comme perdue, plus ou moins, et puis celles qui ont sans doute été supprimées des générations pour éviter un phénomène papif et de la résistance. Et enfin, il faut savoir que le terme Generation Lost désigne notamment certains écrivains américains expatriés à Paris durant l'entre-deux-guerres. Notion d'entre-deux-guerres qui nous permet de supposer que la nouvelle guerre a déjà commencé ou est sur le point d'éclater, après bien sûr celle de la libération des humains face à la domination d'autres humains avec Rehoboam en saison 3. Revenons au seul moment de calme et de volupté de cet épisode, la rencontre de Christina avec Teddy. En ramassant le tube de rouge à lèvres, il utilise la même phrase qu'à l'époque du parc Westworld bien sûr. Il ne fait aucun doute que Teddy a parfaitement connaissance de ce qu'il est ainsi que de son passé, et je pense que cela ne fait que confirmer mes précédentes suppositions. Je crois qu'il a accepté de quitter le paradis des autres, le sublime, pour tenter de venir en aide à Christina. Alors c'est vrai que pour elle, on ne sait toujours pas si elle est une hôte ou une humaine, mais d'une façon ou d'une autre, elle est basée sur la même architecture de personnalité que la Dolores originale. La formulation du toast proposé par Teddy renvoie à la notion de chemin personnel, de path, sachant que dans les 2 premières saisons, on avait cette notion selon laquelle le chemin de Teddy le ramenait toujours à Dolores. Il me semble que ce toast est une véritable ode à la liberté, à la capacité de choix de Christina. Alors évidemment, ce qui pourrait être surprenant si on cherche des surprises à l'avance, c'est que Teddy provienne en réalité d'un projet de Dolorot, mais pour le moment le plus probable, ça reste une action de Bernard qui a pu prévenir Teddy dans le sublime. Christina, en revanche, elle-même, de toute évidence, je pense que c'est une expérience de Dolorot, reste à savoir dans quel but. Et lorsque Caleb reprend conscience de la pièce réelle de son entretien de fidélité, il tente de s'enfuir et on découvre qu'il est dans les locaux de Olympiad Entertainment, la compagnie de jeux vidéo qui appartient évidemment à Dolorot, mais plus encore, elle sert aussi de centre de recherche. Et lorsque tous les passants s'arrêtent sur l'ordre de Dolorot, on pense immédiatement aux images de Westworld et au pouvoir de Ford de faire cesser toute fonction motrice chez les hôtes à proximité d'un simple mouvement du doigt. Le cauchemar évoqué par la colocataire de Christina semble nous laisser supposer qu'elle est une humaine contrôlée, comme tous les autres humains de New York a priori, ce qui en fait en réalité un parfait outil de surveillance de Christina, sans doute pour Dolorot. La fameuse arme récupérée est donc Maeve, plutôt logique. Ce qui l'est un peu moins, c'est la façon dont Dolorot se fait bolosser, si j'ose dire, aussi facilement par Caleb seul, alors que cette capacité de combat, avec ou sans les mains attachées, devrait largement excéder celle d'un Caleb blessé. Alors oui, on peut se dire que Dolorot devait déjà savoir que ces hommes arriveraient, et même la toute première fois, avant de passer par toutes les simulations successives pour tester la fidélité de l'hôte Caleb. Bernard et Frankie vont potentiellement retrouver aussi William,
voire visiter le laboratoire de l'ancien parc afin d'y trouver des éléments sur le parasite, ou carrément aller savoir le William original, l'humain, conservé par cryogénisation. Ceci dit, je suppose que Doloroth a conservé ce William originel pas trop loin d'elle, mais on verra bien. Il reste à déterminer si cette histoire de zone contaminée est une pure invention pour éviter que des curieux ne viennent visiter la zone, ou s'il y a vraiment eu un événement qui la justifie. À ce sujet, on peut s'étonner que Doloroth n'ait pas récupéré au moins le corps de Maeve, peut-être une petite facilité scénaristique ou un témoignage de la trop grande confiance en elle de cette terrible antagoniste. Si terrible qu'on entend même le bruit de contrôle des humains durant le générique de fin de cet épisode. Doloroth est puissante certes, mais aussi bien isolée, on ne sait pas vraiment quels hôtes restent en service, ou si elle en a imprimé de nouveaux qui ne sont pas entièrement sous son contrôle. Et je continue de penser qu'il y aura quand même une part d'elle qui ne sera pas complètement mauvaise et qui sera révélée sur la fin de saison. Dans la continuité de cette idée, dernière réflexion au sujet des titres des épisodes cette fois, le 5e se nomme Chuang-Tzu, comme le penseur chinois à qui on attribue entre autres la parabole du papillon. En résumé, cette parabole, c'est un sage qui rêve qu'il est un papillon et quand il se réveille, il se demande comment il peut être sûr qu'il n'est pas en réalité un papillon qui rêve d'être un humain. Ce qui est intéressant, c'est que l'épisode 7 a pour titre Métanoïa, un terme qui décrit une conversion, une repentance, une transformation selon les sources et les interprétations. Et pour Carl Gustav Jung, cette transformation complète de la personne se rapproche de celle qui se déroule dans la chrysalide. Vous le savez, ces notions sont dans la série depuis le début et au fil des ans, j'ai déjà pu évoquer avec vous le sens du mariposa, le saloon, appelé papillon tout simplement. Quoi qu'il en soit, cette transformation concernera sans doute une Dolores, mais reste à savoir laquelle entre Christina et Doloroth, à moins qu'elle ne touche les deux, mais de manière différente. Je ne sais pas encore avec certitude quel sera le sujet de la prochaine vidéo, peut-être un petit retour sur Miss Marvel et les révélations qu'on a eues dans le tout dernier épisode avec un assez gros impact sur l'avenir du MCU, mais surtout accrochez vos ceintures puisque la Comic Con de San Diego va commencer en fin de semaine et il y aura des annonces et des trailers dans tous les sens et je vais couvrir ce qu'il y a de plus intéressant de mon point de vue. Alors à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!